journée admirable. J'ai passé toute la matinée étendue sur les rangs, devant ma maison. Sous les lampes platanes qui la couvrent l'abri de l'ombrage frontière. J'aime ce pays. Et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines. Ces délicates et profondes racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux. Qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme nourriture, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol et du village lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi. La grande et large Seine, qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen. La vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fond de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de terre, leur chant d'airain, que la brise m'apporte tantôt plus fort, tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin. Vers 11 heures, un long convoi de navires traîné par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlait de peine en vomissant une épaisse fumée défila devant ma grille. Après 2 goélettes anglaises, dont le pavillon rouge envoyé sur le ciel, venait un superbe 3-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. « 12 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences nerveuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse? On dirait que l'air invisible peint d'inconnaissable puissance dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté et des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages, la couleur des choses, la couleur du jour si variable, qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée? C'est ombre, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous rencontrons sans le palper, a sur nous, sur nos organes et par eux sur notre cœur lui-même, des effets surprenants, rapides et inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible. Nous ne pouvons le sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux, qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles, qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées, qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement, et par cette métamorphose, donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui d'un chien, avec notre goût, qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles. Que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous.
16 mai. Je suis malade décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre. Une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger imminent, ou ce pressentiment d'un malheur qui approche, ou de la mort qui vient. Cette appréhension qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. « 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. « 25 mai. Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne 2 tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre les armoires, je regarde sur mon lit. J'écoute. J'écoute. Quoi? Est-ce étrange qu'un seul malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave? Puis, je me couche. Et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends dans l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat et mes jambes frémissent. Et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne me sens pas venir comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir à la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps. 2 ou 3 heures. Puis, un rêve. Non, un cauchemar, enfin. Je le sens bien que je suis couché, que je dors. Je le sens et je le sais. Je sens aussi que quelqu'un s'approche près de moi, me regarde, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine et prend mon cou entre ses mains et serre de toutes ses forces pour m'étrangler. Moi, je me débat, lié par cette atroce impuissance qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie dans des efforts affreux en haletant de me retourner, de rejeter cet être qui m'écrase, qui m'étouffe. Je ne peux pas. Soudain, je m'éveille affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin calme jusqu'à l'aurore. « 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc? Le bon mur n'y fait rien, ni douche ni fourneau. Tantôt, pour fatiguer mon corps si là pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Romard. Je crus d'abord que l'air frais, doux et léger, plein d'odeurs d'herbe et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande halte de chasse, puis je tournai vers la bouille par une allée étroite, entre 2 armées d'arbres démesurément hauts, qui mettaient un toit vert, épais, presque noir entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain.
Non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtais le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout prêt à me toucher. Je me retournai brusquement. J'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermai les yeux. Pourquoi? Je me mis à tourner très vite, sur un talon, comme une toupie. Je faillis tomber. Je rouvris les yeux. Les arbres dansaient. La terre flottait. Je dus m'asseoir. Puis... je ne savais plus du tout par où j'étais venu. Bizarre. Bizarre idée. Bizarre. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite, et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. « 2 juillet. Je rentre. Je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont Saint-Michel que je ne connaissais pas. Quelle vision! Qu'on arrive comme moi à Avanches vers la fin du jour. La ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussai un cri d'étonnement. Une paix démesurée s'étendait devant moi à perte de vue, entre 2 côtes écartées qui se perdaient au loin dans la brume. Au milieu de cette immense baie jaune, s'élevait, sombre et pointu, un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait disparaître, et sur l'horizon encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte sur son sommet la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrai dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sphères de clochetons, où montent des escaliers tordus, qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres, hérissées de chimères, de bêtes fantastiques et de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait: « Mon père, comme vous devez être bien ici. » Il répondit: « Il y a beaucoup de vent, monsieur. » Et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires. Toutes les histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens de ce pays, ceux du monde, prétendent avoir entendu parler la nuit dans les sables, puis avoir entendu bêler 2 chèvres. L'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, qui ressemblent tantôt à des bêlements, tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant dans les sables, autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger, dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau, et qui, marchant devant nous, conduit un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs, et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force.
je dis au moine, y croyez-vous? Il murmura, je ne sais pas. Je repris, s'il existait sur Terre d'autres êtres comme nous, comment ne les auriez-vous point vus depuis longtemps? Comment ne les aurais-je pas vus moi? Il répondit, est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises, et jette au brisant le grand navire. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un sot. Je n'aurais pas pu l'affirmer au juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. 3 juillet. J'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais, « Qu'est-ce que vous avez, Jean ?» « J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. » Les autres domestiques vont bien cependant. Mais j'ai grand peur d'être repris. Moi. 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi, qui sa bouche à la mienne buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il a puisé dans ma gorge comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé repu. Moi, je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. « 5 juillet. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes épouvantables sommeils dont je fus tiré au bout de 2 heures par une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous, un homme qui dort qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir et qui ne comprend pas. Voilà. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombais sur une chaise. Puis je me redressai d'un saut en regardant autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau? Qui? Moi? Moi, sans doute. Ça ne pouvait être que moi. Alors j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous, ou si un être étranger, invisible et inconnaissable, anime par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre,
comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme saint d'esprit bien éveillé et qui regarde épouvanté à travers le verre d'un cristal un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi? Et je restais là jusqu'au jour sans oser regagner mon lit. 6 juillet. Je deviens fou. On a bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt je l'ai bu. Mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu. Qui me sauvera? 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant, le 6 juillet, avant de me coucher, j'avais placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu. Toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait. Seulement, en ayant soin d'envelopper, les carafes ont des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb. Et je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers la table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons, tremblant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Oh mon Dieu. Je vais partir tout à l'heure pour Paris. Pareil. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée. À moins que je ne sois vraiment somnambule. Ou que j'ai subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence. Et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre à l'heure. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme un air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au Théâtre Français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas fils. Et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent. Nous sommes seuls trop longtemps. Nous peuplons le vide.
Je suis rentré à l'hôtel Tréguier par les boulevards. Au coup d'un long de la foule, je songeais non sans ironie à mes terreurs, à mes craintes de l'autre semaine, car j'ai cru, oui j'ai cru, qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible, s'effare et s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots, je ne comprends pas parce que la cause m'échappe, nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. « 14 juillet, fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est quand même fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau d'imbéciles, tantôt stupidement patient, tantôt férocement révolté. On lui dit « Amuse-toi » et il s'amuse. On lui dit « Va te battre avec le voisin » et il va se battre. Puis on lui dit « Vote pour l'empereur » il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « Vote pour la République » il vote pour la République. Ceux qui le dirigent sont aussi sourds. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux. Par cela même que ce sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, dans un monde où l'on est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. « 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarais tout à fait incrédule. Nous sommes sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un des plus importants secrets sur cette terre. Car il y en a certes d'autrement importants là-bas, dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et créer sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de supplier, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des revenants, des fées, des gnomes, des esprits rôdeurs. Je dirais même la légende de Dieu. Car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelque religion qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables, sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes arrivés vraiment, depuis 4 ou 5 ans surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit « Voulez-vous
Que j'essaye de vous endormir, chère madame? Oui, je veux bien. Et elle s'assit dans un fauteuil. Et il commença à le regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de Madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper. Au bout de 10 minutes, elle dormait. Mettez-vous derrière elle, dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Et il plaça entre ses mains une carte de visite en lui disant: ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans? Je vois mon cousin. Que fait-il? Il se tord la moustache. Et maintenant? Il tire de sa poche une photographie. Quelle est cette photographie? La sienne. Et c'était vrai. Et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. Comment est-il sur ce portrait? Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte de visite, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Mais le docteur ordonna. Vous vous lèverez demain à 8 heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin, et vous le supplierez de vous prêter 5000 francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera lors de son prochain voyage. Puis, il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne cachait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune fille endormie en même temps que sa carte de visite? Les magiciens de profession font des choses autrement singulières. Je rentrais donc et je me couchais. Or, ce matin, vers 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit: c'est Madame Sablé qui désire parler à monsieur tout de suite. Je m'habillai à l'hâte et la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et sans lever son voile, elle me dit: mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. Lequel, ma cousine? Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de 5000 francs. Allons donc. Vous? Oui. Moi. Ou plutôt c'est mon mari qui me charge de les trouver. J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses. Je me demandais si vraiment il ne s'était pas moqué de moi avec le docteur Parent. Si cela n'était pas une simple farce, préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse. Je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris. Comment? Votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition? Voyons. Réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de les trouver? Elle hésita quelques secondes, comme si elle eût fait un grand effort dans sa mémoire pour se souvenir. Puis, elle répondit. Oui, oui, j'en suis sûr. Il vous a écrit.
Elle hésita de nouveau, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5 000 francs. Donc, elle osa mentir. Oui, il m'a écrit. Quand donc? Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer? Non. Non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. Alors, c'est que votre mari fait des dettes. Je ne sais pas. Je déclarai brusquement. C'est que je ne puis disposer de 5 000 francs en ce moment, ma chère cousine. Je vous en prie. Je vous en prie. Il me les faut aujourd'hui. Elle s'exaltait, joignait ses mains comme si elle m'eût prié. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. Je vous en supplie. Si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. J'eus pitié d'elle. Vous les aurez tantôt, je vous le jure. Merci. Merci. Que vous êtes bon. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé hier? Oui. Vous souvenez-vous que le docteur Parent vous a endormi? Oui. Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter 5 000 francs. Et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. Puisque c'est mon mari qui les demande. Pendant 1 heure, j'ai essayé de la convaincre. Mais je n'ai pu y parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant. Puis il répondit. Croyez-vous, maintenant? Oui, il le faut bien. Bon, allons chez votre parente. Elle sommeillait déjà, sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le docteur lui prit le cou, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu, sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, votre mari n'a plus besoin de 5 000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez supplié votre cousin de vous les prêter? Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. Puis, il la réveilla. Je tirai de ma poche mon portefeuille. Voici ce que vous m'avez demandé ce matin, ma chère cousine. Elle fut tellement surprise que je n'osais insister. J'essayais cependant de ramener sa mémoire. Mais elle nie à tout, crut que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer. Mais je n'ai pu déjeuner tant cette expérience m'a bouleversé. 19 juillet. Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit, peut-être. « 21 juillet. J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bac des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont Saint-Michel, mais dans les Indes,
subissons effroyablement les influences de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse des verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les 2 autres. Quel est le coupable? Bien fait à qui le dirait. « 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à 2 heures en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commence à fleurir. Comme je m'arrêtais pour regarder un géant des batailles, qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ces roses se plier, puis se casser, comme si une main invisible l'eût cueilli, puis s'élever, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche. Et elle resta suspendue, toute seule, immobile, effrayant de taches rouges à 3 pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les 2 autres roses demeurées intactes à la branche. Alors, je rentrai chez moi l'âme bouleversée. Car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit d'eau et de lait, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi sous mon toit. C'est tout. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. Je n'ai connu qui restaient intelligents et lucides clairvoyants, même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Qui parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur. Et soudain, leurs pensées touchant l'écueil de leur folie, si déchirant pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence.
Je me croirais fou si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en me l'analysant avec une parfaite lucidité. Je ne serais donc en somme qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essayent de noter, de préciser aujourd'hui les physiologistes, et ce trouble aurait déterminé, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans les rêves, qui nous promènent à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris. Parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touche du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi? Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres ou des verbes, ou des dates, ou seulement des chiffres. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant est-ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment? Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, remplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit de l'aggravation de son mal. Donc, je reviens malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien. Et je demeurais plus surpris, plus inquiet, que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. « 8 août. J'ai passé hier une soirée affreuse. Il ne se manifeste plus, et je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant, et plus redoutable ainsi caché, que s'il signalait par les phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien. Mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain? 11 août. Toujours rien. Je ne peux plus rester ici, avec cette pensée, cette crainte, entrer dans mon âme. Je dois partir. 12 août. 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté, si facile, si simple. Sortir. Monter dans ma voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique sont brisés.
toutes les énergies anéanties. Les muscles relâchés. Les os devenus mous comme la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral, d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi. Mais quelqu'un veut pour moi.